Jacinta Varel, ce premier sujet, je l'avais repéré et je suis très content qu'on en parle. Rio Tinto, géant australien de mémoire de Oui. l'aluminium, en fait de toutes sortes de matériaux, mais qui est un géant au Québec dans le domaine de l'aluminium, dit que finalement, ce sont vraiment les consommateurs qui payent les droits de douane. Il le confirme là, formellement. C'est pas surprenant peut-être, mais quand même un peu rassurant, j'ai envie de dire, dans une certaine mesure. Rassurant et ça vient confirmer toutes les thèses, les avertissements qu'on a eus des économistes dont tu fais partie sur justement l'imposition de droits de douane qu'on disait qu'il allait être refilé aux consommateurs et c'est ce que Rio Tinto nous apprend. Donc, le PDG, président et chef de la direction sortant, Jacob Stausholm, qui a affirmé là, que le géant minier australien, là, Rio Tinto, a réussi à garder ses marges bénéficiaires telles quelles. Donc, les droits de douane de 50% ont été refilés aux consommateurs. Donc, les consommateurs étant les entreprises américaines et ultimement les consommateurs de produits américains. Bien sûr. Donc, ce qui confirme au bout du compte que les droits de douane vont vraiment impacter directement le portefeuille des consommateurs ou des entreprises transformatrices ou des entreprises qui utilisent ces matières brutes. Parce que c'est ça, quand on dit qu'elle a transféré le prix aux consommateurs, là, les Rio Tinto, ils vendent pas à Jacinthe, à Non. Rel et à Francis Gosselin, ils vendent à General Motors, à des fabricants de bateaux, puis à des gens qui font, je Ouais. sais pas, n'importe quelle structure. Et donc, c'est eux qui ont absorbé, là, si on se fie à ce qui a été énoncé, la quasi-totalité des frais de douane. Donc, ce sont les Américains qui payent cette taxe imposée par Donald Trump. Et donc, ultimement, on va voir peut-être, là, à mesure que le temps passe, l'impact que ça aura. On a vu d'ailleurs dans le domaine automobile, là, la profitabilité de General Motors baisser de 1 milliard de dollars et la raison qu'ils invoquent, c'est les tarifs douaniers. Là. On paye plus cher nos intrants, on paye 1 milliard de dollars de taxes. C'est quand même fou. Et là, effectivement, ton deuxième point est intéressant, c'est que là, ça va éventuellement se traduire dans le prix pour les consommateurs, mais ça, les Américains vont le payer, mais aussi dans certains cas, les Canadiens, parce que des General Ben oui. Motors, des Ford, mais aussi des canettes de Pepsi, de Coca, de 7-Up, fait aux États-Unis, vendues ici, ben la canette, elle va coûter plus cher, le véhicule va coûter plus cher, ça pourrait aussi créer de l'inflation pour nous, Canadiens, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ce sont tous les consommateurs de produits qui contiennent, dans le cas de Rio Tinto, de l'aluminium qui paient. Ce sont les consommateurs canadiens, tu le dis bien, mais ultimement aussi les consommateurs canadiens de différents produits. Ce qui démontre que cette stratégie d'appliquer des tarifs revient constamment à revenir piger dans les poches des consommateurs de façon comme une cascade finalement où le prix de la production, de la transformation finit par être refilé aux consommateurs sur le prix d'achat. Et bien sûr, ça fait en sorte aussi que ça nous permet de nous positionner nous-mêmes sur ce vieux réflexe-là. Je dis vieux réflexe parce que il est peut-être temps de revoir nos stratégies, mais d'appliquer nous aussi des tarifs parce que si on voit les effets chez les voisins américains, qu'on Ouais. consomme aussi des produits américains, ben ça vient réfuter l'idée que appliquer des tarifs du côté canadien, c'est une bonne chose. Ça n'en est pas une. Et la preuve, on a une entreprise assez courageuse pour dire à ses actionnaires aussi, inquiétez-vous pas, les marges bénéficiaires, les profits continuent de bien rentrer. Tout est beau. Alors, les entreprises qui transforment et qui utilisent l'aluminium, éventuellement, vont entendre cette bonne nouvelle pour les actionnaires et ils feront la même chose. Ils feront Ouais. que augmenter le prix. Alors, on entre dans un cercle infernal auquel on Pour, n'est pas obligé de ouais. participer comme Pour Canadien. l'instant, on y a quand même plutôt échappé. Là. Bon, il y avait Oui. eu initialement là, des menaces là, proférées d'abord par Justin Trudeau, un peu reprises par Mark Carney, mais elles sont jamais vraiment entrées en vigueur. Là. Il y a quelques tarifs là, vraiment spécifiques, mais de manière générale, on n'est pas particulièrement tarifé. Et tout ça, je voulais t'entendre parce que ça remet un peu en perspective l'entente là, de dimanche entre les États-Unis et l'Union européenne. Si ce que dit Rio Tinto, c'est que c'est les Américains qui payent la taxe, ben là, Ursula von der Leyen est une génie, là, en fait. Je blague un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle a fait, la présidente de la Commission européenne, c'est de ne pas imposer de taxes sur les citoyens européens, alors que Donald Trump, lui, continue à imposer les Américains dans le cas de l'Europe, à hauteur de 15%. Est-ce que, selon toi, ça remet un peu la perspective sur qui a gagné et qui a perdu entre les États-Unis et l'Europe à la lumière de ces informations-là?
Ben, c'est vrai que si l'Europe n'applique pas de tarifs de son côté, au moins elle ne pénalise pas son économie. Mais il reste que l'Europe ou l'Union européenne se trouve perdante à court terme quand même parce que d'ici à ce que les États-Unis se réorganisent, parce que tout ça, là, l'objectif est un objectif à moyen et à long terme. L'objectif, c'est de rapatrier des secteurs d'activité au sein des États-Unis, rapatrier des filiales, rapatrier des investissements. Soit pour ouvrir des nouvelles filiales, soit pour augmenter les activités de production aux États-Unis. Donc, à moyen et long terme, ce sont des mesures qui visent à attirer des investissements aux États-Unis, donc à siphonner finalement les activités de production, de transformation d'ailleurs dans le monde, dont de l'Union européenne. Alors, en ce sens-là, faut faire attention de regarder les effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et si ça s'avère être la bonne recette que Donald Trump est en train d'appliquer, ça voudrait dire qu'à moyen et à long terme, on pourrait le regretter fortement. En ne mettant pas de contre-tarif. D'autant plus que ça, les tarifs, faut pas les regarder de façon isolée aussi. Tu le sais bien, on regarde ça aussi avec le One Big Beautiful Bill, où on cherche aussi à réduire la fiscalité, la pression financière sur les entreprises pour s'assurer qu'elles paient le moins d'impôts possible, qu'elles puissent réinvestir en recherche et développement, en innovation. Donc, on va vraiment s'assurer qu'elles puissent aussi croître. Et quand une entreprise croît aux États-Unis, je vais quand même dire, Jacinthe-Ève, là, pour avoir quand même regardé un peu les chiffres, que la baisse de revenus correspondante aux impôts et taxes décrétés dans le Big Beautiful Bill ne sera jamais compensée par les tarifs douaniers. Là, on parle d'un facteur d'à peu près 1 pour 10. Là, donc, il va devoir y avoir d'autres sources de revenus, je ne sais pas lesquelles, mais ça ne pourra pas durer. Là. On parle de possiblement un déficit de 4 billions de dollars cette année aux États-Unis. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fred Bastien, Ouais, c'est l'enfer ce que tu dis, Francis. Ça me met à terre, non, sans blague. Là, c'est terrible. Non, sinon, Jacinthe, je me disais, pour Rio Tinto, c'est quand même, ironiquement, on dirait qu'ils bénéficient de la situation parce que ça veut dire qu'il y avait de l'espace pour augmenter leur marge. Puis si un jour ces tarifs-là n'existent plus, ben ils sauront là, qu'ils peuvent continuer de profiter davantage, peut-être en continuant de maintenir leur prix élevé, là. Ben, j'ai l'impression aussi que de toute façon, il y a plusieurs secteurs de l'industrie qui dépendent de l'approvisionnement chez Rio Tinto. Alors, ils ont payé le prix. Les prix peuvent monter. On peut pas non plus... Il y a des usines qui doivent continuer à fonctionner. Alors, ils ont payé le prix. Oui, ça indique qu'il y avait de la possibilité de marge. En même temps, c'est en attendant que toutes les activités, toutes les industries se restructurent. C'est de voir aussi à moyen et long terme, est-ce qu'il y a vraiment des changements dans la structure, dans les chaînes d'approvisionnement qui vont s'opérer, ou en attendant, les gens sont prêts à mettre le prix, refiler la facture aux consommateurs. Il faut savoir qu'il y a de la richesse aussi aux États-Unis, alors ils sont capables d'absorber aussi une hausse. Il y a la classe ouvrière, la classe pauvre, mais il y a beaucoup plus de riches aux États-Unis, alors la hausse des prix va quand même mieux survivre dans un pays où le PIB est élevé, où la productivité est élevée, le salaire moyen est plus élevé aussi qu'ici au Canada. Sinon, toujours dans cet univers là, de tarification et de matières premières, là, Donald Trump était pas de bonne humeur aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, il y a la décision de la Fed, là, il s'est lancé à tout. C'est vraiment, là, on dirait une journée... j'ai l'impression des fois qu'il agit un peu comme un maniaco-dépressif. Aujourd'hui, en tout cas, c'était une journée maniaque. Là, on signe des affaires, on est bien fâchés. Et bon, le Brésil y est passé. Il a menacé là, qu'il n'allait pas y avoir de délai par rapport au 1er août. Et je voulais t'entendre un peu sur spécifiquement la question du cuivre. Là, qui est un autre matériel, un intrant important. Secteur de l'automobile, secteur de l'électronique, secteur de la construction résidentielle. Il y a plein d'utilisations du cuivre. Et là, il officialise des tarifs douaniers de 50% sur ce matériau-là aujourd'hui. Même réflexion que pour l'aluminium, Jacinthe-Ève? Ben, c'est une annonce majeure. 50% de droits de douane qu'il vient d'annoncer aujourd'hui, applicable dès le 1er août. C'est demain. C'est après-demain. C'est dans 48 heures. Donc, c'est rapide sur tout ce qui est cuivre transformé ou semi-transformé. Donc, le cuivre brut ne sera pas touché par ces tarifs de 50% parce qu'il sait que avant d'ouvrir des usines de production, d'extraction de cuivre, ça va prendre du temps. Alors, il a été bien ciblé dans le cuivre transformé, semi-transformé, mais 50% de droits de douane pour le Canada, c'est majeur. On est le deuxième fournisseur de cuivre pour les États-Unis, juste après le Chili et juste devant le Mexique. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne encore une fois, mais on voit que la stratégie groupée de cibler
plusieurs minéraux critiques, plusieurs métaux, on a vraiment une multitude de mesures qui font en sorte que ça rend tout de même sa stratégie de réindustrialisation des États-Unis tout de même crédible parce qu'on ne vise pas qu'un seul secteur. Et il faudra voir de notre côté comment on se réajuste. Je comprends ce que tu dis. En même temps, je peux pas m'empêcher de me dire tu es un manufacturier aux États-Unis où tu penses le devenir. Coudon, tout coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. L'aluminium est plus cher, l'acier est plus cher, la cuivre est plus cher. Il y a quand même c'est comme paradoxal dans une certaine mesure. Et je lisais là, un des influenceurs financiers que je suis là, sur les médias sociaux, sur X, là, Spencer Hakimian, qui disait, tu sais, t'es Toyota, là. Tu peux soit venir aux États-Unis, payer 50% sur l'acier, le cuivre, un paquet de trucs, là, puis tu sais jamais, ça peut changer demain matin. Tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes avec tout ça. Puis 50% là, sur des intrants majeurs où tu peux faire au Japon, comme tu as toujours fait, puis tu vas juste payer 15% sur le produit fini. Fait qu'ultimement, on dirait que d'un côté, on veut inciter la production nationalisée aux États-Unis, mais de l'autre côté, en mettant des tarifs comme ceux-là sur les intrants, c'est très décourageant pour beaucoup de ces grands manufacturiers-là. Donc, c'est comme si on essaie d'accomplir beaucoup de choses simultanément. Là. Fait que, bref, je suis bien mitigé sur le résultat net de tout ça. C'est un pari très risqué qu'il prend. C'est pour ça que ça doit être accompagné de mesures fiscales massives pour justement contrebalancer et s'assurer que ce soit encore alléchant d'aller s'installer aux États-Unis. Mais comme tu le dis, est-ce qu'il pourra tenir longtemps la route avec des baisses fiscales et est-ce que ça sera compensé suffisamment par les tarifs? C'est tout un pari qu'il fait. Jacinthe Varel, toujours un plaisir. Merci. Merci.